Chartrand-Marcel de chez Arbo Plus. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Charles Desroches et la guerre pour Arbo Plus. Bonjour Charles, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, merci. J'aimerais ça en commençant que tu nous parles un petit peu de toi, de ton cheminement professionnel et ta formation. Moi, j'arrive en fait des sciences humaines à la base, pas mal plus. J'ai étudié en histoire et civilisation au Cégep du Vieux-Montréal. Par la suite, j'ai fait quasiment une majeure parce qu'il me manque 2 cours que je dois finir prochainement là, en anthropologie à l'Université de Montréal. J'ai aimé ça, mais finalement, je voyais moins d'opportunités, puis j'ai préféré changer un peu, prendre une pause en fait de mes études. Et j'ai arrêté pendant 3 ans, travailler au marché en talons dans des boutiques. Je vendais de la saucisse, en gros. Mais c'était bien fun, vrai, j'avais des super bons, c'était super agréable. Puis j'ai voyagé aussi entre-temps en même temps aussi. Fait que, Cool. ensuite, j'ai fait un certificat en écologie à l'UQAM. J'ai toujours aimé la bio puis tout ce qui touchait à l'environnement et ça a été ma manière de rentrer par la porte d'en arrière parce que j'étais trop paresseux au secondaire pour faire mes maths fortes. Fait que, ça m'a permis justement de pouvoir toucher à ce domaine-là. Pendant que j'étais là-bas, j'étais aussi un peu en réflexion à savoir si je voulais aller à la maîtrise ou je voulais arrêter potentiellement après avec un bac par cumul en anthropologie, là, en refaisant mes 2 cours qui me manquent. Puis, donc, j'ai été dans un laboratoire en foresterie urbaine au CEF, qui est le Centre d'études de la forêt à l'UQAM. Puis, c'était Alain Paquette, le professeur, chef du labo aussi. Puis, c'était super intéressant sans faire ce. Puis, en faisant en faisant mon stage là-bas, en fait, j'ai vu des élagueurs travailler. Je me dis, ça a l'air quand même très cool comme job. Puis, j'ai fait un petit peu mes recherches, j'ai été curieux, j'ai regardé ça un peu. Et j'ai finalement décidé de faire mon DEP l'année suivante. Parce que justement, j'étais pogné entre recherche devant un ordinateur, laboratoire. J'étais plus tant intéressé à faire ça. J'avais juste pas l'envie. J'avais besoin de bouger un peu plus que le métier d'élagueur fait. En plus de se faire vivre des petites émotions fortes en grimpant, en travaillant dans les airs, c'est vraiment le fun. Puis, donc, c'est ça, j'ai fait mon DEP, ça a super bien été. J'ai eu bien du plaisir. Puis là, maintenant, je travaille depuis août, officiellement. Ça a été un peu coupé en deux à cause de la COVID, la fin de formation. Mais j'ai travaillé un peu plus un petit peu avant, pendant 1 mois et demi, 1 mois. Après ça, j'ai fini la formation, puis je suis revenu par la suite. Donc, et qu'est-ce qui t'a amené plus vers Arbo Plus? Euh, En gros, c'était pas mal le fait que l'ambiance de travail était intéressante. J'avais aussi un de mes collègues qui, durant le DEP, qui était à Carbon Plus déjà, qui faisait son DEP, qui est en train de le finir présentement, c'est Gabriel. Puis il m'en avait parlé un petit peu. Puis quand il y a eu les rencontres avec la compagnie, j'ai rencontré Ben et Marianne. J'ai trouvé ça intéressant. Puis en plus de ça, tu sais, tout ce qui était côté assurance, puis qualité de vie, j'ai essayé. Puis pour l'instant, ça se passe bien. Je suis bien content de mon choix. Fait que c'est fun. C'est ça. Cool. Puis, qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton métier d'arboriculteur, d'élagueur en fait? Euh, Moi, c'est le fait de travailler dehors. C'est fond, c'est con de même, mais genre, j'avais besoin de travailler dehors. Puis je suis content aussi de pouvoir m'occuper de ces arbres-là parce que moi, je suis un gars de Montréal, mettons, puis avec la crise de la grille du frêne, c'est quand même une grosse épidémie qui se passe. Là. C'est quoi, 245 000 frênes qui devaient être à battre. Là. Il doit en rester moins maintenant, là, mais c'est quand même un gros changement. Puis les arbres en milieu urbain, surtout en grosse ville comme Montréal, c'est quand même important selon moi de les préserver, de les conserver, puis de trouver justement un juste milieu entre l'architecture, les- l'architecture urbaine, on va dire, avec les fils électriques, les maisons, les camions qui passent. Trouver un compromis entre le vivant et l'anthropique pour justement s'assurer qu'on puisse cohabiter avec ces géants-là quand ils sont grands. Euh, Fait que participer à ça, je trouve ça intéressant. Vraiment, ça, c'est ça que j'aime. Ah, puis, c'est quoi ton rôle plus précisément chez Arbo Plus en tant qu'élagueur? OK. Moi, je suis quand même un nouveau, encore, comme je disais. Donc, autant je vais être assez fréquemment homme de sol.
Autant pour aider les grimpeurs plus expérimentés et aussi pour acquérir l'expérience en les observant travailler. Donc, ça peut être plate parce que tu sors de l'école, tu as envie de grimper, etc. Mais tu en apprends beaucoup au niveau technique et ce qui permet justement de progresser dans l'entreprise mieux par la suite, dans ta carrière en fait personnelle, mieux. C'est le petit côté de pied sur la pédale de frein un peu pour pouvoir continuer de l'avant et avoir une carrière plus sécuritaire autant qu'en santé. Donc, c'est ça. Fait que c'est beaucoup d'observations les 2 premières années, je te dirais, je pense. Puis par la suite, tu peux commencer à développer un peu plus de techniques que tu as observées, que tu as appris. Euh, c'est ça. Puis moi, sinon, ça, je commence à grimper un peu aussi. Donc, j'aime ça. C'est pour ça aussi pourquoi je l'ai postulé. Je suis pas pour être homme de sol non plus, mais ça fait partie du métier aussi. Hein. T'es pas juste grimpeur dans la vie, dans ce job-là. T'es aussi homme de sol, mine de rien, un jour ou l'autre. Ce qui est bon aussi pour te reposer des fois le corps, si tu travailles avec d'autres muscles que les mêmes que tu utilises en grimpant et vice-versa. Donc, Ouais, ça a l'air assez demandant là, de faire de la grimpe comme ça. Là, surtout mm-hmm. quand c'est pas juste pour grimper dans l'arbre, mais bien pour aller travailler, atteindre certaines branches et tout ça. Ouais. Donc, chapeau aux arboriculteurs qui grimpent parce que ça n'a pas l'air évident. Ouais. Et puis, selon toi, justement, un arboriste, ça fait quoi la plus grande qualité que ça prend pour être arboriste? La plus grande qualité pour être arboriste, être capable de travailler en équipe. Parce que tu peux pas travailler seul. Parce que c'est ça, tu as besoin de quelqu'un au sol, sinon tu vas faire des allers-retours comme un con. Tu as besoin d'un second regard aussi, des fois. Donc, je pense que si tu n'es pas capable de travailler en équipe, tu peux pas faire ce job-là. Puis c'est nécessaire d'être capable de travailler en équipe. Après ça, j'avais d'autres qualités à dire qu'il faut absolument avoir une ouverture d'esprit. Pas juste être bloqué sur une opinion ou une des idées parce que c'est tout le temps changeant, puis c'est bon d'avoir justement un deuxième point de vue par rapport à un agissement que tu aurais fait, etc. Ce qui revient encore à travailler en équipe, selon moi. Là, mais c'est ça. Puis être indulgent aussi parce que tout le monde fait des erreurs, tout le monde apprend. Tu ne tombes pas avec quelqu'un qui sait tout des fois. J'ai l'impression des fois, il y a bien des gens qui, dans ce domaine-là, qui sont pas forts à sa formation, des fois, pas nécessairement Carbo Plus, mais autant dans le compagnie, là, qu'ils ne savent pas comment expliquer quelque chose. Donc, ils savent pas comment genre exprimer, puis ils prennent pour acquis que tu le sais ou dans le sort, puis genre, t'es comme genre, man, je sais pas, faut que tu me l'expliques. T'sais. Mais ça, je l'ai pas tant marqué à Carbo Plus. Je l'ai pas marqué à Carbo Plus, c'est plus des histoires par-ci, par-là que j'ai entendu des fois. Et des fois, peut-être un peu d'indulgence, ça peut être une bonne qualité aussi comme médailleur. Donc, arboriste grimpeur, il faudrait être capable de travailler en équipe puis avoir un bon leadership finalement. Ouais, ouais, ouais. Super. Puis comment tu décrirais l'équipe d'Arbo Plus en, mettons, une phrase ou deux? Ouvert d'esprit, puis comment je dirais ça, compréhensif si jamais tu as des problèmes ou tu as des points à apporter. Je pense que c'est les 2 bonnes qualités qu'ils ont. Puis ils sont toujours prêts à progresser. C'est pas une vision fermée. On avance dans l'entreprise. On est inclus aussi, ils essaient de nous inclure dans l'entreprise, les employés de manière générale. Donc ça développe un sentiment d'appartenance à travers ton entreprise, ce qui est une belle valeur selon moi et qui te permet de sentir une certaine progression puis qui te donne envie d'aller continuer en tant qu'employé avec une entreprise. Parfait. Fait que tu n'as pas l'impression que tu es juste un numéro sur le payroll, comme on dit. Ouais, c'est ça. Ouais, tu as de la valeur aux yeux des patrons aussi. Là. Exact. Ouais. Puis ça, c'est important, je trouve. C'est bien. Parce que justement, c'est pas juste c'est pas juste pyramidal, là, tu sais. Il y a une pyramide de leadership, mettons, on s'entend, c'est comme n'importe quelle entreprise. Mais si tu as des craintes, des questions, des interrogations, et qu'il y a une oreille qui va t'écouter, c'est bien. Parfait. Puis, où est-ce que tu te verrais professionnellement dans 5 à 10 ans? 5 à 10 ans. Moi, j'ai commencé le métier un peu plus vieux, tu sais. J'ai commencé à 29, 28 avec le DEP, mettons.
Fait que je commence le métier relativement tard par rapport à d'autres, à la moyenne d'âge, je pense. Parce que c'est quand même un métier qui ne demande pas nécessairement d'éducation, on va dire. Genre, c'est une formation de basic qui n'est même pas obligatoire en plus, tu peux pratiquer le métier sans ça. Fait que dans 10 ans, avec mon background que j'ai d'université et de recherche, peut-être que je viserais à mener un poste plus de gestionnaire de canopée urbaine, excuse-moi, où on peut justement aménager une forêt en milieu urbain de façon plus intelligente, diversifier les espèces, diversifier la génétique dans les espèces aussi, pas juste faire des rejets d'un seul arbre en prenant une branche et en mettant les hormones de racines, puis ça refait tout le même bagage génétique fragile que tu ne retrouves pas normalement dans une forêt classique. Planter l'arbre à la bonne place, comme Hydro-Québec dirait aussi. Donc, s'assurer que tu fais juste une job de gestion de canopée plus intéressante, plus réfléchie aussi. Parce qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de théories, beaucoup de pratiques. Il n'y a pas beaucoup de monde qui s'écoute entre les deux. T'sais. J'arrive, comme je te dis, du monde universitaire. Il y a beaucoup de savoir, mais des fois, ce savoir-là n'est pas nécessairement transmis. Puis j'aimerais ça être une personne qui va aider à justement transmettre ce savoir-là dans un niveau pratique, qu'on puisse l'appliquer dans le métier de l'élagage. C'est comme des petites missions que je me donne aussi, là. Mais j'ai envie de faire le métier d'élagueur comme élagueur grimpeur le plus longtemps possible aussi. Que tant que je peux le faire, je vais le faire. Puis ça, je me sens magané, trop vieux, whatever, ou que j'ai comme d'opportunités en or, ça se peut que je fasse ce saut-là. Qu'à suivre, on verra bien là. Super, ben t'as plein d'opportunités qui vont se présenter à toi, je suis sûre. Là. C'est sûr que c'est intéressant d'avoir un spécialiste qui peut conseiller les villes sur qu'est-ce qui serait bon comme diversité de la flore finalement là, pour avoir quelque chose de durable, pour pas que ça fasse comme les frênes qu'on doit pratiquement tous abattre finalement. Là. Ouais. Puis ça a été la même affaire avant avec les frênes quand c'est les hommes qui ont été coupés à Montréal. C'était la même affaire. Tous les frênes ont remplacé les hommes qui étaient morts. Puis après ça, on a juste planté la même espèce cloque. Oui, c'est ça, parce que les ormes, il y a eu la maladie hollandaise de l'orme qui a affecté le Québec. Là. Ouais, puis moi, c'est ça. C'est ça. Mais en même temps, ce qui est compliqué au Québec, c'est qu'on est limité en termes d'espèces qu'on peut planter. T'sais. Je pense qu'on a des espèces indigènes du territoire du Québec, c'est peut-être quoi, 17 espèces maximum. Je ne suis vraiment pas certain du nombre, mais c'est vraiment pas beaucoup. C'est peut-être moins que ça. Mais ça, nous, on mise plus comme la diversité sur la quantité d'individus par espèce, comparativement, mettons, on va dire en Amazonie, parce que tu peux avoir des fois 300 espèces en 1 hectare. Là, mais l'affaire, c'est que des fois, de ces espèces-là, il y a seulement un arbre ou deux sur ce kilomètre carré. C'est comme, on est limité en termes de choix. Donc, c'est important justement de diversifier le bagage génétique de ces espèces-là. Que ce soit, mettons, je sais pas, au lieu de partir d'une bouture, de partir d'une graine à la place d'un arbre qui a poussé en ville, puis qui donne son bagage génétique à une semis à travers la graine, puis que justement, ça fait faire un arbre qui est encore plus adapté à pousser en ville. C'est juste une idée même que j'ai, mais je me dis, pourquoi on part d'un rejet d'un arbre qui poussait bien en ville, puis dire genre, il pousse bien, on va continuer à conserver, puis tous les arbres de la rue vont être comme ça. Ça vient infecter une faiblesse. Bref. C'est ça. Je pars un peu sur un autre sujet, là, mais c'est ça. Non, mais c'est intéressant. C'est relié à l'arboriculture très étroitement. Fait que c'est super intéressant. J'espère que tu vas pouvoir éventuellement dans ta vie pouvoir finalement devenir conseiller peut-être ou comme tu disais là, de pouvoir juste faire un pont entre les deux, là, entre la théorie puis la pratique. Puis, aider au niveau des villes parce que c'est pas mal les villes qui choisissent au final. Là. Puis en terminant, est-ce qu'il y aurait un conseil ou un truc, une astuce que tu donnerais à des clients ou futurs clients qui voudraient faire des travaux arboricoles? OK. Laisse-moi réfléchir. Des trucs, des conseils. Peut-être d'observer ça. La plantation aussi, avec ton bagage, ça peut être intéressant, un conseil au niveau de la plantation. Ben, peut-être juste des fois d'observer son arbre
si on est pour se demander si on va l'entretenir. Puis quand c'est l'entretien qu'on fait, il faut le faire quand l'arbre est jeune aussi. C'est bien important parce que ça fait des plaies moins grosses, puis ça permet de développer une forme qui va être poussée plus en hauteur parce qu'un arbre, c'est paresseux en milieu urbain. Ça va vraiment s'étaler en largeur et non en hauteur, comme en forêt, mettons. Parce qu'il n'y a pas de compétition pour le soleil, donc il va pousser large et non haut. Et que si tu peux stimuler cette croissance-là à travers un élagage jeune chez un arbre pendant son stade de développement juvénile. Donc ça serait des fois faire. C'est surtout important pour les gens qui plantent des arbres devant chez eux, là, si c'est le tien, parce que des fois c'est des arbres de la ville qui sont devant chez vous, comme dans un cas à Montréal. Mais mettons en banlieue, des fois c'est des nouveaux projets de domiciliaires, ils ont juste des petits fouettes devant chez eux, des petits fouettes, des petits arbres. Ça serait seulement important de justement préparer l'arbre pour justement éviter des problèmes futurs, comme s'assurer que justement la couronne va être assez haute, fait qu'elle viendra pas mal moins interférer avec ta maison potentiellement aussi, parce qu'il va être rendu plus haut ton arbre. Ça peut éviter des problèmes comme ça de justement s'en occuper. Sinon, j'avais un autre truc en tête, mais je l'ai oublié. Je vais essayer de le retrouver un peu. Ne pas surélaguer son arbre. C'est ça, j'allais dire. Quand il est assez avancé, faut vraiment pas surélaguer un arbre parce que normalement, l'arbre n'est pas censé se faire élaguer. Il s'élague lui-même. Mais comme je disais tantôt, c'est une question de trouver un compromis entre des structures humaines, des modes de vie humains, avec un arbre qui est naturel et qui pousse que normalement, sans l'aide de l'humain à la base. Fait que, il s'élague lui-même, l'arbre, à la base. Si une branche n'a plus de besoin, il va la faire tuer, il va la faire mourir. Donc, nous, on peut. C'est toujours comme donc, trouver un compromis entre quel pourcentage qu'il faut élaguer. On ne dit pas plus que 20% pour des arbres jeunes, adultes, on va dire. Des arbres sénescents qui sont des arbres en fin de vie, là, on ne parle même pas d'un 10% des fois parce que ça devient trop brutal comme coupe, puis là, ça va engendrer d'autres problèmes. Donc, même peut-être la mort de l'arbre aussi, parfois. Et ne pas accepter un étêtage d'un arbre aussi. L'étêtage d'un arbre, c'est quelque chose de mauvais pour ça vient débalancer toute la structure hormonale de l'arbre, puis dans sa croissance, puis ça vient causer un stress immense aussi, fait que ça vient justement genre puiser dans ses ressources naturelles, qui sont souvent dans les racines de l'arbre, puis ça vient à ce moment-là, genre tout déstabiliser genre, son processus, puis déjà qu'un arbre en milieu urbain, c'est souvent stressé pour des raisons autant qu'il y a des racines qui sont compressées en des petits espaces entre deux driveways. Comment on pourrait dire ça en français? En deux entrées de garage, on va dire. Ou sinon, mettons, dans un trottoir. Et c'est déjà des arbres qui sont en stress, des fois en manque d'eau aussi, à cause des sécheresses qui augmentent de plus en plus avec les réchauffements climatiques aussi. Fait que, si tu occasionnes des stress trop grands à travers une coupe trop forte ou à travers un étage, par exemple, tu viens à ce moment-là peut-être causer la mort de ton arbre ou d'autres problèmes futurs, comme une fissure qui va être reliée, mettons, à une insolation que l'arbre prend parce qu'il fait un coup de soleil, fait que ça va faire une fissure qui fait une faiblesse structurelle dans l'arbre. Il y a plein de trucs à savoir, mais c'est qu'on ne sait pas. Fait qu'à ce moment-là, ce que j'ai envie de dire, c'est faites confiance à vos élagueurs ou à vos estimateurs, mais ayez un jugement critique. Quand même, parce qu'il y a quand même des gens qui ne font pas bien ce job-là ou qui la font à la vieille école et qui font justement des surcoupes ou sinon des coupes en brocoli qu'on appelle. Donc, c'est un tronc avec rien à part une petite touffe en haut. C'est plein de petits détails comme ça qui. Il faut quand même avoir un jugement critique sur magasiner ses compagnies d'élagage, peut-être aussi. C'est pas juste s'assurer d'avoir le bon parleur, mais s'assurer d'avoir quelqu'un qui connaisse ses affaires. Vous avez accès tous à Internet aujourd'hui, fait que vous pouvez quand même rechercher des informations sur vos arbres. Donc, ça peut être intéressant. C'est pas mal ça, j'ai envie de dire vite. Là. C'est beaucoup de conseils précieux. Puis, oui, c'est ça. C'est ça, sur Internet, on peut trouver des informations sur les arbres, mais on peut aussi trouver facilement des informations sur les entreprises. Fait qu'il ne faut pas se gêner aussi de faire nos recherches, regarder les fameux les avis ou les reviews, comme on dit. Les critiques, oui. Oui, les critiques, merci. Et voilà, ben génial. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter, nous parler? Non, c'est pas mal ça. Super. Ben, merci beaucoup, Charles, du temps que tu nous as donné. Ça a été un plaisir d'apprendre à te connaître puis apprendre à connaître un peu plus ton métier. Donc, on se dit à la prochaine. Parfait. À la prochaine. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bye bye. Bye bye.